Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, peut-être que le titre vous a interpellé ou peut-être que vous savez déjà exactement de quoi on va parler dans cet épisode parce que la carte n'est pas le territoire, c'est l'un des présupposés de la PNL. Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique à laquelle je me suis formée et ce présupposé, ce précepte de la PNL, c'est celui qui m'a le plus marqué quand j'ai démarré ma formation, c'était en 2021. Alors, avec cette idée de la carte n'est pas le territoire, on entend que bien que le monde dans lequel nous évoluons tous soit réel, nous n'opérons pas directement sur cette réalité au niveau individuel. C'est-à-dire que chacun de nous va se construire sur une réalité qui lui est propre. On va créer notre propre réalité du monde dans lequel on vit et celle-ci va différer d'un individu à l'autre et va différer du monde au sens collectif que dans lequel nous sommes tous. C'est vital de comprendre ça dans nos vies parce que nous ne pouvons pas ne pas interagir avec les autres. À moins de vivre en ermite dans une cabane au fin fond d'une montagne isolée, nous avons des contacts avec les autres de façon quotidienne, c'est inévitable. Alors, comment notre réalité se construit-elle et quelles en sont les conséquences dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à la vie de manière plus générale, dans nos actions, dans nos choix? C'est le programme de cet épisode. Alors, la carte n'est pas le territoire. Décortiquons un peu ce présupposé de la PNL. La carte ici, elle fait référence à notre réalité à nous. C'est quoi ma réalité? C'est quoi votre réalité? C'est le monde tel que vous le voyez. Non pas le monde tel qu'il est, mais tel que vous le percevez. Et pour ça, vous avez plusieurs filtres. Déjà, vous avez vos 5 sens. Ce sont nos premiers capteurs. On va pas ressentir tous le froid ni la chaleur de la même manière, par exemple. En grande partie, ça va pouvoir dépendre de l'environnement dans lequel on a grandi. Des personnes qui vivent au nord du Canada vont développer une plus grande résistance au froid qu'une personne qui va grandir dans les Caraïbes. Ensuite, vont s'ajouter tout plein d'autres filtres différents qui, à eux, vont composer votre réalité, votre propre monde. Donc ça va être le milieu social dans lequel vous grandissez, votre milieu familial, les adultes qui vous entourent, vos rapports avec vos parents, vos proches, ce que l'on va vous inculquer, vous transmettre, votre éducation, votre culture aussi, les croyances qui vous entourent et dont vous vous imprégnez consciemment ou inconsciemment. On se rappelle que, quand la première phase de notre vie, on est dans, un processus de mimétisme, donc on va imiter ce qui nous entoure. Ça va être aussi les personnes que vous allez continuer de fréquenter plus tard sur votre chemin, vos maîtres d'école, vos camarades, vos professeurs, plus tard sur votre lieu de travail, vos collègues, vos relations amicales, vos relations amoureuses, les causes que vous défendez, les valeurs qui vous animent, que vous en ayez conscience ou non, et cetera, et cetera. Beaucoup de filtres composent les verres de nos lunettes avec lesquels on va observer et on va appréhender le monde réel au sens du monde collectif dans lequel nous vivons tous et ces lunettes, ces filtres, ils vont créer des distorsions de la réalité neutre, la réalité, du monde réel dans le sens, là où on vit tous. On peut se demander quelle est cette réalité neutre? Si tout le monde a des paires de lunettes et une vision différente du monde? Eh bien, c'est tout simplement l'effet neutre. Prenons un exemple. Vous êtes à une grosse soirée, une centaine de personnes sont présentes et il y a une bagarre qui éclate. Ça part tellement loin que la police finit par arriver et décide d'interroger tous les convives présents. L'effet neutre, c'est que une bagarre a éclaté. Des personnes se sont battues. Ça, c'est l'effet neutre. Point. Mais est-ce que vous pensez que chaque personne qui est présente va relater les faits de façon neutre? Ou est-ce que chacun ne va pas teinter la vérité de ses propres filtres? Admettons que parmi les personnes qui se soient battues, l'un d'entre eux, c'est un ami très proche à vous ou c'est même votre frère. Est-ce qu'il n'y a pas votre instinct protecteur qui va venir jouer
en sa faveur dans ce que vous allez rapporter aux agents qui vont vous questionner? Et est-ce que tout le monde aura vu la bagarre se dérouler de son début jusqu'à sa fin, avec les conditions qui l'ont déclenchée, les paroles qui ont été dites entre les personnes qui finissent par en venir aux mains? Est-ce que tout le monde connaît leur passif? Est-ce que tout le monde a vu tout ça de A à Z? Non. Donc les faits neutres, ils vont passer à travers les filtres de chacun. Chaque personne a sa propre carte et il va y avoir des récits très différents d'une personne à l'autre. Donc tout ça, c'était pour la carte, la première partie de ce présupposé de la carte n'est pas le territoire. Maintenant, le territoire. Je pense que vous l'aurez bien compris, le territoire, c'est le monde réel, c'est le monde neutre sans les filtres personnels. Votre carte n'est pas le reflet du territoire. Votre vision du monde, votre vérité n'est pas la vérité universelle. Voilà ce que ça signifie ce présupposé de la PNL. Quand on comprend ça, quand ça parvient à notre champ de conscience, il peut y avoir un peu de résistance parce que notre ego pense que notre façon de voir le monde est la bonne façon. En tout cas, on comprend toutes les incompréhensions et les complications que ça peut impliquer dans notre communication avec les autres et dans nos interactions interpersonnelles. Quelle est la carte de mon partenaire, de ma mère, de mon père, de mon patron et ainsi de suite. Et quand on a cette information que la carte n'est pas le territoire, on ne peut plus ne pas le savoir dans notre communication. Pour apaiser les relations et entretenir une communication saine, non violente et mature, il va être intéressant de développer sa capacité à entrer dans la carte de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on y adhère, ça veut juste dire qu'on essaye de comprendre ses filtres à lui, à elle, à cette personne en face de nous. Et bien sûr, à avoir confiance de sa propre carte aussi. Avec quel filtre je regarde le monde? Avec quel filtre je réagis à ce que j'entends, à ce qu'on me dit? Avec quel filtre je suis en train de répondre? Et après, avec quelles lunettes la personne avec qui je parle regarde ce même monde? J'ai eu envie de vous faire cet épisode parce que l'autre jour, je scrollais, mon écran de téléphone, voilà, sur les vidéos courtes de YouTube, les shorts. Et je tombe sur une interview de l'humoriste, Gad Elmaleh qui parlait de Jackie Chan et dont apparemment il est un grand admirateur. Et il expliquait à son intervieweur en quoi il admirait Jackie Chan. Il prend un point de comparaison dans son discours avec un autre acteur très connu de l'époque, Bruce Lee. 2 acteurs qui pratiquent tous les 2 les arts martiaux et qui ont sorti de nombreux films en lien avec les arts martiaux justement. Il prend cet exemple pour illustrer ce que Jackie Chan lui a enseigné sur l'humour. Et bref, mon point ici, c'est que j'ouvre les commentaires de cette vidéo et là, je suis outrée, comme à chaque fois, que j'ouvre généralement la section commentaires de ce genre de vidéos courtes. Heu Autant parfois il y a beaucoup de bienveillance, autant souvent il y a surtout des personnes frustrées, qui défendent leur bout de gras, si je peux dire ça comme ça. Et les 20 premiers commentaires à peu près que je lis, ils s'offusquent des propos de Gad Elmaleh par rapport à Bruce Lee, interprétant ses dires comme, un dénigrement de l'œuvre de Bruce Lee et de l'homme qu'il était, de ce qu'il a apporté et cetera. Alors que dans son discours, c'était pas, du tout ça. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça avec mes propres filtres. Il essayait juste d'expliquer son point de vue par rapport à Jackie Chan et visuellement, ça aidait de prendre l'exemple de Bruce Lee. À aucun moment, il a dit qu'il n'aimait pas, Bruce Lee et cetera. Et puis, il va y avoir d'autres personnes dans les commentaires qui ne portent tout simplement pas Gad dans leur cœur et qui vont l'exprimer. Et puis aussi des commentaires que je vois de personnes qui adorent Gad ou Jackie Chan et donc qui expriment plutôt de la joie, de l'approbation et cetera. Et à ce moment-là, quand j'ai regardé ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la PNL et à la carte n'est pas le territoire. Parce que chacun a des valeurs, chacun a ses propres vérités à défendre et pour ça, les commentaires des réseaux sociaux, c'est, une mine d'or. C'est un terrain d'exploration incroyable pour illustrer tout ça. Et au-delà d'exprimer son opinion, ce sont aussi et surtout toutes les interprétations qui sont faites basées sur très peu de choses finalement. Il y a chacun qui va interpréter à sa sauce en fonction justement, de ses lunettes de vision du monde et de sa propre réalité. Et ça peut être très dangereux. Car, pour défendre ses propres idéaux, certains refusent de plier ou alors de mettre de l'eau dans leur vin, on va plutôt dire, pour apaiser les tensions que ça peut créer et qui vont s'accrocher, quitte à ce que ça parte en guerre. Et j'exagère même pas un peu. Donc
je dis pas qu'il ne faut pas défendre ce en quoi l'on croit, ni exprimer ses opinions et ses valeurs. C'est pas ça que j'essaye de vous dire. Mais il faut comprendre que nous n'évoluons pas seuls dans ce monde et nous avons tout intérêt à contribuer à une intelligence collective où chacun comprend, ou tout du moins accepte que ce que moi je perçois du monde n'est pas forcément ce que toi tu vas percevoir du monde. Et au lieu de se déchirer, de créer une séparation, on va alors créer une rencontre où chacun fait l'effort d'observer la carte du monde de l'autre pour trouver un terrain d'entente plus neutre et pour pouvoir développer une communication saine. Et vous le savez, je le sais, en théorie, on est d'accord. En pratique, c'est beaucoup moins simple. Mais c'est possible, c'est à notre portée. Mais ce n'est pas sans effort, surtout au début. J'ai déjà entendu plusieurs fois, en discutant de ce sujet: «Oui, mais j'ai l'impression que c'est toujours à moi de faire l'effort de rentrer dans le monde de la personne, d'essayer de comprendre son raisonnement, alors que cette personne ne fera jamais l'effort dans l'autre sens» et cetera. J'ai déjà entendu ça. Et pour moi, il y a 2 options ici, principales. Soit vous acceptez d'être la personne qui dispose de cette, intelligence émotionnelle, on va dire, et de cette volonté d'entretenir des communications plus saines et plus apaisées, parce que vous estimez que ça en vaut la peine et que peut-être la personne en face de vous ne dispose pas encore du même champ de conscience que le vôtre et vous avez espoir que ça évolue. Soit vous lâchez prise parce que vous vous rendez compte que la personne en face de vous, elle est bornée ou elle a des comportements toxiques qui ne mèneront nulle part, que vous n'en êtes pas responsable et que vous ne pouvez pas sauver cette personne de ses propres prisons mentales. Et donc, vous vous éloignez pour votre propre santé mentale ou alors vous espacez vos, interactions avec cette personne en acceptant que les échanges avec cette personne ont peu de chances d'aller dans le sens que vous souhaiteriez. Ce que je veux essayer de transmettre ici, c'est que votre vie, elle est précieuse. La vie de chacun est précieuse et que nous disposons de peu de temps dans ce monde réel pour se compliquer l'existence avec des relations qui vont nous drainer, qui vont nous éteindre. Si pourtant vous décidez de le faire, c'est votre choix, c'est votre propre responsabilité. Et je sais que ce n'est pas toujours facile à admettre et je précise aussi que je ne dis pas que les conflits sont à éviter à tout prix. Parfois, ils peuvent faire du bien aussi, mais surtout quand on arrive à observer ce qu'ils viennent nous enseigner et à quel point l'autre est un miroir. Mais ça, on en reparlera dans un autre épisode. Donc revenons à votre propre carte à vous. Comprendre votre propre carte, à vous déjà, c'est vous permettre de mieux naviguer dans votre monde, de comprendre vos réactions, vos émotions, les éléments déclencheurs de votre environnement qui peuvent vous mettre en colère, vous rendre triste, vous agacer, mais aussi ceux qui vous apaisent, qui vous mettent en joie. On se pose moins les questions quand on se sent bien, pourtant c'est important de venir identifier qu'est-ce qui fait que là, à ce moment-là, je me sens dans cet état de sérénité, de bonheur et cetera. Qu'est-ce qui y contribue? C'est pas toujours quand on n'est pas bien qu'il faut venir se poser ce genre de questions et en faisant ça, vous allez pouvoir vous alléger des bagages qui vous ont été transmis, hem, un peu malgré vous, quand vous observez qu'une croyance vous bloque dans votre évolution ou qu'une valeur ne vous appartient finalement pas. Vous allez pouvoir développer votre capacité à prendre du recul et en même temps, justement, à essayer de développer vos facultés de communication. Vous allez pouvoir identifier les personnes qui parlent votre langage, qui ont une carte similaire à la vôtre et ceux qui en sont aux antipodes. Pour moi, de comprendre ça, ça a changé ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne me suis plus jamais énervée, que je n'ai jamais plus rencontré de difficultés de communication, surtout avec les proches, notamment, ma mère parce qu'elle est, tellement un miroir que ça a mis du temps à s'apaiser. On y parvient et je vais pas vous mentir, ça me demande aussi parfois de prendre sur moi, de parfois savoir taire ce que j'aurais envie de dire parce que ça n'apporte rien de constructif et que ce serait l'expression d'une, réaction ancienne, de vieux schémas, de mécanismes de défense et d'attaque dont je n'ai plus besoin et dont je ne veux plus. Ce qui m'aide aussi dans ces cas-là, c'est, quand c'est plus judicieux pour moi de ravaler ma salive, c'est les tamis de Socrate. Ce sont 3 questions à se poser avant de parler. Est-ce que ce que je vais dire est vrai? Est-ce que ce que je vais dire est bon? Et est-ce que ce que je vais dire est utile? Si ce que je m'apprête à dire, ça sert juste à cracher mon venin, à attaquer, à faire mal et que ça n'aura aucune utilité, que ce sera absolument pas constructif, est-ce que ça vaut le coup de l'exprimer? Et alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire à ce moment-là, parce que écrire, ça me permet d'extérioriser non seulement mes pensées, mais aussi, mes émotions. Heu,
Il y aura toujours des efforts à faire avec certaines personnes pour apaiser le lien, notamment avec nos proches, avec nos parents, parce qu'on grandit généralement avec une image idéalisée de nos parents et en grandissant, en devenant nous-mêmes des adultes, on va commencer à percevoir les choses autrement, on va les voir autrement, avec leurs failles, avec leurs imperfections et ça peut tirailler. Je pense à une vidéo que j'ai visionnée aussi quand j'étais, en échange Erasmus en Angleterre, donc qui date un peu. C'est un TED Talk qui remonte à 2009 je crois. Je vous le mettrai le lien dans la description. Il me semble qu'elle est sous-titrée en français et c'est, une vidéo de Chimamanda Ngozi Adichie. J'espère que je le prononce bien. C'est, une écrivaine qui est originaire du Nigeria et c'est une conférence qui est intitulée en anglais «The Danger of a Single Story», le danger de, s'arrêter à une seule version de l'histoire en gros. Ou alors de ne recevoir qu'une seule version d'une histoire. Elle, dans cette conférence, elle parle d'exemples concrets de sa propre vie, où elle illustre, à quel point, en fait, ça peut créer des stéréotypes, à quel point un récit unique et simplifié sur, par exemple, un peuple ou une culture peuvent être réducteurs et dangereux. Et je trouve que ça fait un parallèle assez, saisissant avec le sujet de ce podcast parce que dans toute communication, si nous n'entendons qu'une seule version d'une histoire, d'une philosophie ou que sais-je, il y a un risque bien présent de mal comprendre la réalité au sens neutre et de s'enfermer dans des réalités limitées, dans des réalités filtrées. Je vais même aller plus loin parce que, c'est ce qui me vient aussi là, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a une logique. En faisant un autre parallèle avec le développement personnel. Aujourd'hui, à notre époque, c'est à la mode. Il y a de plus en plus, d'espace dans les librairies dédiés, à l'ésotérisme, au développement personnel et cetera. C'est une bonne chose que les consciences s'élèvent, mais ce n'est pas sans danger non plus. Par exemple, ce podcast et tous les autres podcasts que vous pourriez écouter, il est forcément empreint, ce podcast-là, de ma propre carte du monde, de comment je comprends et comment j'interprète les choses en fonction de mon propre chemin de vie. Et je vous encouragerai toujours à ne jamais croire ce que je dis, mais à l'expérimenter et à vous ouvrir à d'autres visions du monde pour voir ce qui vous convient à vous. Et pour moi, dans ma réalité, il peut être limitant et parfois dangereux de n'avoir, par exemple, qu'un seul mentor, qu'un seul coach, parce qu'on s'enferme et on se limite à ce que cette personne nous transmet et perçoit elle-même du monde. Ça m'est arrivé au tout début de mon chemin initiatique, on va dire, dans le développement personnel. J'admirais une seule personne et tout ce que cette personne disait, c'était un peu comme une parole d'évangile. Alors, oui, cette personne, elle m'a beaucoup aidée avec ses paroles, avec, ses propres compréhensions de certains concepts, mais elle a aussi énoncé des vérités avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mais on a tendance à les adoucir quand on admire quelqu'un. Donc petit drapeau rouge ici, confrontez-vous à différentes perceptions du monde, différents points de vue, parce que ça va ouvrir le champ des possibles, ça va ouvrir vos horizons. Et ensuite, vous aurez plus de choix pour déterminer ce qui convient à vous, ce qui rentre dans votre propre carte du monde. Pour en revenir à la conférence, au TED Talk là de Chimamanda, elle souligne l'importance de la diversité des récits. Parce que avoir plusieurs perspectives, ça permet une meilleure compréhension du monde et des autres. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Sa conférence, elle m'avait vraiment marquée à l'époque parce que, voilà, j'étais en phase avec ce qu'elle disait. Ça a ouvert un nouveau champ de conscience chez moi et ça m'arrive encore de le visionner de temps en temps pour réécouter ses paroles. Donc vraiment, je vous la recommande. Donc voilà, je crois que j'ai passé le message que je souhaitais, véhiculer à travers cet épisode. Étudiez votre carte du monde, amusez-vous à observer les cartes du monde des autres à travers les mots qu'ils utilisent, à travers les idées qu'ils communiquent, qu'ils vous partagent, à travers aussi la connaissance que vous pourriez avoir de leur passif. Et en faisant cela, vous allez développer non seulement votre ouverture d'esprit, mais vous allez aussi améliorer la communication dans vos relations et vos interactions sociales. Vous allez mieux gérer les conflits. Vous allez évoluer personnellement et faire preuve de plus de flexibilité mentale. Et vous allez aussi développer votre capacité à remettre en question vos propres questions, surtout celles qui limitent, et prendre du recul face aux émotions négatives qui pourraient vous submerger au contact des autres. Aujourd'hui, je vous ai dit que je n'étais pas à l'abri de m'énerver, mais faut avouer
que ça reste très rare parce que il y a plus aucun intérêt pour moi à être en colère. Quand on comprend la place de notre propre responsabilité et à quel point chacun projette sa propre réalité, la colère, elle a plus trop vraiment raison d'être. Donc j'ai pu être quelqu'un de très en colère par le passé, c'est quelque chose qui s'est vraiment très apaisé chez moi. On va dire que, le plus haut niveau que j'arrive à avec lequel je flirte de temps en temps, c'est l'irritabilité et encore, c'est surtout quand je suis, dans une période bien spécifique de mon cycle où j'ai moins de patience. Les femmes me comprendront, le fameux syndrome prémenstruel. Donc voilà, ça, la carte n'est pas le territoire, ça m'a vraiment aidée à mieux gérer, mon impulsivité, mes réactions, et puis la colère, que je pouvais ressentir parfois dans mes échanges avec les autres. Donc rappelez-vous ceci avant qu'on se quitte, notre perception du monde n'est qu'une représentation subjective de la réalité et non la réalité elle-même. Voilà, je vous laisse sur ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.